Bienvenue à la présentation sur le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, ou le FCIL, de Logement, Infrastructure et Collectivités Canada. Cette présentation porte sur le volet de prestations directes qui a ouvert l'appel de demande en novembre 2024. La présentation donne un aperçu du FCIL, de ses exigences, y compris les critères d'admissibilité pour les demandeurs et les projets, les conditions de logement et la façon dont les projets seront évalués. Nous fournirons de l'information sur les caractéristiques du programme spécifiques aux demandeurs autochtones, des conseils sur la soumission d'une demande et sur ce à quoi vous attendre après avoir déposé votre demande. Le FCIL a été annoncé dans le budget 2024. Il s'agit d'un fonds de 6 milliards de dollars destiné à accélérer la construction et la modernisation des infrastructures d'eau potable, d'eau usée, d'eau pluviale et de déchets solides pour fournir les infrastructures nécessaires à l'augmentation du nombre de logements. Il s'agit de projets qui visent, par exemple, à amener les canalisations d'eau jusqu'à un nouveau lotissement ou à augmenter la taille des canalisations pour permettre la densification. Pour les demandeurs autochtones admissibles, les projets qui visent à préserver la capacité existante ou à accroître la fiabilité et l'accès aux actifs susmentionnés sont également admissibles. Le fonds comporte deux volets. 5 milliards de dollars dans le volet des ententes provinciales et territoriales, où les provinces sont tenues de contribuer 33 des coûts totaux admissibles d'un projet. 1 milliard de dollars pour le volet de prestations directes, où 10 des fonds seront consacrés à des projets menés par des Autochtones. La période de réception des demandes de financement pour le volet de prestations directes est ouverte depuis le 7 novembre dernier et restera ouverte jusqu'au 19 mai pour les demandeurs autochtones. Avant d'entrer dans les détails du volet de prestations directes, vous vous demandez peut-être quel volet de financement convient le mieux à votre projet. Pour vous aider à déterminer le volet qui vous convient le mieux, il y a quelques éléments à prendre en compte. Par exemple, si la construction du projet est prévue et peut être achevée d'ici septembre 2031, et si votre projet est nécessaire pour répondre à des besoins urgents en matière d'infrastructure qui permettront de construire davantage de logements, le volet de prestations directes pourrait vous convenir. Ce volet est fondé sur le mérite, ce qui signifie que les demandes seront évaluées en fonction de critères du mérite prédéterminés. Et finalement, les fonds pour les projets approuvés seront versés directement aux demandeurs par le biais d'une entente de contribution. Par contre, si vous en êtes encore à la phase de planification de votre projet ou si vous avez besoin d'un soutien financier de votre province ou si le total des coûts admissibles de votre projet dépasse les 100 millions de dollars, le volet d'entente provinciale et territoriale pourrait être une meilleure option. Enfin, même si un projet peut être déposé dans le cadre des deux volets de financement, il ne peut recevoir de financement que d'un seul volet du programme. Toutefois, si vous choisissez de soumettre votre projet pour un financement dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales, les provinces sont tenues de contribuer 33 des coûts admissibles du projet. Pour en savoir plus sur le volet des ententes provinciales et territoriales, consultez le site Web du FCIL. Lors de l'élaboration du programme, le département a adapté certaines caractéristiques du programme aux besoins particuliers des communautés autochtones. Par exemple, une liste élargie des objectifs pour les projets admissibles, y compris le fait qu'il n'est pas nécessaire que les projets permettent d'augmenter le nombre de logements pour être admissibles, à condition qu'ils répondent à des besoins urgents en matière d'infrastructure. Donc,
Les conditions relatives au logement ne s'appliquent pas aux projets menés par des Autochtones et il n'y a pas de coût minimum pour les projets. De plus, les demandeurs autochtones peuvent bénéficier d'un partage des coûts allant jusqu'à 100% du total des coûts admissibles. Et enfin, certains frais juridiques sont également admissibles pour les bénéficiaires autochtones seulement. Passons maintenant à l'admissibilité. Les demandeurs autochtones admissibles sont les suivants. Un corps dirigeant autochtone, tel qu'un conseil de bande, un gouvernement ou une autorité des Premières Nations, des Inuits ou des Métis, un organisme à but non lucratif dont le mandat principal est d'améliorer la situation des Autochtones, et une société de développement autochtone. Veuillez consulter le guide du demandeur autochtone avant de présenter une demande pour plus de détails concernant les bénéficiaires admissibles. En ce qui concerne les projets admissibles, les projets d'immobilisation et de planification sont tous les deux admissibles dans le cadre du FCIL. Le volet de prestations directes est axé sur les projets qui sont urgents et qui présentent un niveau élevé de préparation. Nous vous encourageons de soumettre les projets de planification, ou ceux à plus long terme, à votre province ou territoire dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales. En plus, des projets qui visent à augmenter l'offre de logement pour les demandeurs autochtones, ce qui vise à préserver la capacité existante des infrastructures ou à accroître la fiabilité et l'accès à l'eau potable, aux eaux usées, aux eaux pluviales ou à l'infrastructure des déchets solides, en vue d'améliorer les services pour les populations actuelles et ou futures, sont également admissibles. Ceci dit, les projets qui permettent de développer l'offre de logement pourraient être priorisés. Avant de passer à des exemples, pour qu'un projet soit admissible, le demandeur doit posséder l'actif ou avoir obtenu tous les droits nécessaires sur celui-ci. Dans votre demande, vous devrez aussi parler des avantages de votre projet pour le public et souligner que l'investissement est nécessaire pour soutenir des services essentiels. Voyons maintenant quelques exemples de projets qui pourraient être admissibles au FCIL. Le premier type de projet concerne les systèmes d'eau potable. Un projet admissible peut inclure le développement ou l'expansion d'une installation de traitement de l'eau, des équipements de stockage, des stations de pompage ou des citernes, et un projet peut aussi inclure de l'équipement tel que des camions-citernes. Ils font partie intégrale d'un système. Un autre exemple est un projet de traitement des déchets solides. Il peut s'agir de l'agrandissement des sites de décharge ou d'un projet qui détourne les déchets d'une décharge pour en augmenter la durée de vie. Un troisième type de projet admissible comprend les infrastructures d'eau pluviale. Par exemple, un projet qui augmente la capacité des eaux pluviales, comme l'utilisation des tanks secs pour réduire la quantité d'eau pluviale qui entre dans le réseau d'eau usée. Enfin, un système de lagunage, des utilitaires ou des camions de pompage de fosses septiques sont des exemples de systèmes d'eau usée qui pourraient être admissibles. Si vous n'êtes pas sûr de l'admissibilité de votre projet, vous pouvez consulter les informations complémentaires dans le guide du demandeur ou nous contacter par courriel. Passons maintenant aux coûts admissibles. Vous trouverez des instructions étape par étape sur les coûts admissibles dans le portail de demande en ligne et dans le guide. Mais la première chose à retenir est que les coûts ne sont admissibles qu'après l'approbation du projet et avant le 30 septembre 2031. Il y a quelques exceptions, y compris les coûts liés à l'évaluation environnementale, à la consultation des Autochtones, à la résilience climatique et à l'atténuation des gaz à effet de serre. Ceux-ci peuvent être admissibles rétroactivement. Deuxièmement, les coûts d'immobilisation doivent être jugés directs et nécessaires à la mise en œuvre du projet pour être admissibles. Si vous n'êtes pas sûr d'un coût spécifique
Vous pouvez nous envoyer un courriel pour le clarifier. Par prudence, nous vous recommandons de considérer les coûts dont vous n'êtes pas sûr comme inadmissibles lorsque vous évaluez vos besoins de financement. Troisième, les coûts d'acquisition de terrain ne sont admissibles que s'il s'agit de construire un système d'infrastructure naturelle en lien avec un projet admissible. Et finalement, avec l'approbation préalable du département, il est possible que les contrats non compétitifs soient admissibles dans certains cas. Veuillez nous contacter pour en discuter et toujours par prudence. Les demandeurs ne devraient pas prévoir que ces coûts soient inclus dans les dépenses admissibles. Passons maintenant aux coûts non admissibles. Pour les projets approuvés, le département ne remboursera que les dépenses admissibles convenues dans une entente de contribution. En général, pour tous les programmes du département, les coûts associés aux opérations et à l'entretien continu d'un projet ne sont pas admissibles. De plus, le LICC ne rembourse pas les dépassements de coûts pour les projets approuvés. En d'autres termes, si le coût d'un projet dépasse le montant spécifié dans l'entente de contribution, le bénéficiaire est responsable de couvrir les dépenses supplémentaires. C'est pourquoi il convient d'examiner attentivement les conseils sur les imprévus et les estimations par classe dans le guide étape par étape lors de l'établissement du budget de votre projet. En ce qui concerne le partage des coûts, la part maximale des coûts du programme que le FCIL peut contribuer à un projet est basée sur le total des coûts admissibles. Pour les demandeurs autochtones, la part fédérale peut atteindre jusqu'à 100% des dépenses admissibles. Si vous recevez des fonds d'autres sources ou programmes, veuillez porter une attention particulière aux limites de cumul de chaque programme, car le montant le plus bas est susceptible de s'appliquer. À cet égard, les demandeurs qui ont demandé ou reçu un financement de notre programme doivent le mentionner dans leur budget. Sur ce, passons maintenant aux contrats non compétitifs, au salaire des employés et au budget de votre projet. Le LICC exige des demandeurs qu'ils passent des marchés de manière équitable, transparente, concurrentielle et conforme aux principes d'optimisation des ressources. On parle de contrat non concurrentiel lorsqu'un contrat est attribué à un entrepreneur sans passer par un appel d'offres où plusieurs entrepreneurs peuvent soumissionner pour le contrat. Les demandeurs autochtones peuvent bénéficier d'un soutien supplémentaire pour l'utilisation de contrats non concurrentiels. Et il se peut que le département, avec consultation préalable, accepte de rembourser les coûts de certains contrats au cas par cas. Le deuxième type de coût possiblement admissible est ce que nous appelons la propre main-d'œuvre, c'est-à-dire lorsque le demandeur utilise ses propres employés pour effectuer le travail. Pour que les dépenses liées au coût des employés du bénéficiaire soient considérées comme admissibles, vous devrez démontrer qu'il n'est pas économiquement possible de lancer un appel d'offres et que les coûts encourus sont directement liés au travail en question. Il vous sera également demandé de fournir des informations comme une ventilation des employés et des coûts connexes, des détails sur les raisons de ce besoin et les autres options envisagées pour répondre aux besoins. Par prudence, nous vous recommandons, lors de l'établissement du budget, de supposer que les coûts associés à la propre main-d'œuvre et aux contrats non concurrentiels ne sont pas admissibles. Vous devez également savoir que l'obtention des autorisations peut parfois prendre plus de temps et est susceptible de retarder la date de début de votre projet, ce qui est important lorsque vous envisagez les montants pour imprévus lors de l'élaboration du budget de votre projet. Sur ce, examinons maintenant quelques considérations budgétaires.
La budgétisation de votre projet est un aspect important de votre demande de financement, car le département ne couvre pas les dépassements de coûts. Pour éviter toute difficulté, nous vous conseillons vivement de penser à tous les éléments admissibles du projet. Si vous oubliez quelque chose, vous devrez le couvrir. La détermination du financement est basée sur le total des coûts du projet admissible et non sur le total des coûts du projet. Prenons maintenant quelques minutes pour discuter de la possibilité, une fois qu'un projet est approuvé, de demander une avance de fonds. Pour obtenir cette autorisation, les bénéficiaires devront démontrer leurs besoins en fournissant des informations supplémentaires, notamment des états financiers et une justification détaillée. Lorsque des avances sont accordées, elles sont versées en plusieurs fois pendant toute la durée du projet et en fonction des besoins de trésorerie, comme indiqué dans l'entente de contribution. Avant d'examiner une demande de paiement anticipé, veuillez noter que dans le cadre du FCIL, les demandeurs peuvent soumettre des demandes aussi souvent qu'ils le souhaitent tout au long du programme et que les requêtes peuvent être soumises dès que les coûts sont encourus, avant qu'ils ne soient payés. Des exigences administratives supplémentaires sont associées au paiement anticipé basé sur des versements. Maintenant que nous avons abordé les aspects financiers et les coûts admissibles, passons aux exigences fédérales. Il y a plusieurs choses à retenir sur les exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des populations autochtones. Premièrement, ce ne sont pas tous les projets qui sont soumis à une évaluation environnementale ou à une consultation des populations autochtones. Mais lorsqu'une demande est présentée, le financement du FCIL est subordonné au respect de ces exigences. Deuxièmement, il se peut que l'on vous demande de fournir des informations supplémentaires après que vous ayez soumis votre demande. Les informations fournies au LICC détermineront si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'une étude d'impact en vertu de la loi sur l'évaluation, des traités modernes ou des régimes réglementaires nordiques. En ce qui concerne la consultation des Autochtones, le gouvernement du Canada a l'obligation de consulter et, le cas échéant, d'accommoder les peuples autochtones lorsqu'ils envisagent une décision ou une activité susceptible d'avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités. Nous encourageons tous les demandeurs à entamer le plus tôt possible un dialogue avec les populations autochtones susceptibles d'être touchées par le projet. Enfin, n'oubliez pas qu'aucune construction ne peut commencer et qu'aucun financement ne peut être versé tant que les exigences en matière d'évaluation environnementale et de consultation des populations autochtones n'ont pas été satisfaites. Les exigences climatiques du programme FCIL visent à aider les collectivités à planifier les impacts du changement climatique et à y répondre, ainsi qu'à réduire les émissions nocives de gaz à effet de serre. Le but des exigences de résilience climatique est de soutenir les infrastructures afin qu'elles soient conçues pour résister aux conditions climatiques futures. Le FCIL exige donc que les demandeurs examinent l'exposition du projet aux risques climatiques, aux inondations, aux feux de forêt, à la chaleur extrême, au dégel du pergélisol, et intégrer des mesures de traitement des risques identifiés à l'aide des meilleures données et projections climatiques disponibles. Pour en savoir plus sur les exigences climatiques possibles, y compris sur la manière d'évaluer les risques climatiques et d'identifier les mesures de traitement des risques, consultez l'annexe E du document étape par étape qui se trouve dans le portail en ligne. Abordons maintenant rapidement les exigences en matière d'émissions de gaz à effet de serre dans la diapositive suivante. Le FCIL soutient la réduction des émissions de gaz à effet de serre en exigeant que certains projets incluent des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et soumettent un rapport lorsqu'il est prévu que le projet émette d'importants montants d'émissions de gaz à effet de serre.
comme par exemple dans les usines de traitement mécanique des eaux usées, dont les coûts totaux admissibles sont supérieurs à 10 millions de dollars, ou encore pour les projets de traitement des déchets solides, tels que les décharges, le traitement des déchets organiques et le traitement thermique et les lagunes anaérobies. Même s'il ne s'agit pas d'une exigence pour tous les projets, nous recommandons vivement à tous les demandeurs d'inclure des mesures d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de les indiquer dans la demande. La partie B de l'annexe E du guide, étape par étape, fournit un résumé des exigences et des outils supplémentaires pour l'évaluation et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Sachez que certaines exigences fédérales doivent être prises en compte dans votre demande, tandis que d'autres apparaissent plus tard dans le rapport du projet. Le programme du FCIL soutient également l'approche politique canadienne Acheter propre et exige que les projets admissibles réduisent les émissions provenant du béton. Bien que les exigences du programme Acheter propre ne s'appliquent pas aux projets dirigés par des Autochtones, nous recommandons à tous les demandeurs d'envisager des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans leur projet. Avant de poursuivre, sachez que tous les demandeurs peuvent bénéficier d'un soutien important pour les aider à répondre aux exigences climatiques. La trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures de l'ICC est un service dédié où vous pouvez accéder à des conseils, des ressources et des informations sur les meilleures pratiques pour incorporer des mesures de résilience climatique dans vos projets. Le lien vers la trousse sur le climat se trouve sur cette diapositive, ainsi que sur notre site Web. Voyons maintenant comment votre demande sera évaluée une fois soumise. Une fois que nous aurons reçu votre demande et que nous aurons déterminé qu'un projet est admissible, nous évaluerons les demandes selon les informations qu'elles contiennent. En particulier, la raison d'être du projet de système d'eau ou déchets, la manière dont le projet répond aux besoins communautaires en infrastructure des eaux ou des déchets et les liens en matière de logement, le niveau de priorité du projet et le délai dans lequel il peut démarrer. Lors de l'évaluation des projets menés par un demandeur autochtone, le département tiendra compte des circonstances uniques, des considérations juridictionnelles et des priorités différentes de nombreuses communautés autochtones. À cette fin, pour les questions qui ne s'appliquent pas au projet proposé, telles que celles liées à la densification et au soutien de projets de logement connus, il est parfaitement acceptable de sélectionner Inconnu dans le formulaire de demande et cela n'aura pas d'impact sur l'évaluation de votre projet. Ceci dit, nous vous encourageons à répondre au plus grand nombre possible de questions, car cela nous permettra de mieux comprendre le projet proposé et ses indices. Voici un aperçu des éléments clés et des ressources qui vous aideront à présenter votre demande. Avant toute chose, assurez-vous de l'admissibilité du demandeur et du projet. Si vous avez des doutes, écrivez-nous pour confirmer. Ensuite, vous devrez soumettre un fichier KML. Pour créer ce fichier, consultez l'annexe B du guide étape par étape où vous trouverez une description détaillée de toutes les étapes à suivre. Troisièmement, examinez attentivement les détails du budget et les imprévus. Vous pouvez ajouter un montant de contingence à votre projet qui dépasse celui qui est suggéré dans le formulaire en ligne. Il vous faudra simplement ajouter une justification. Tarifs possibles, inflation, coût des matériaux à la hausse, etc. dans votre demande. Enfin, notez que dans certains cas, des lettres de soutien sont exigées dans le cadre de votre demande. Pour ce qui est des ressources pouvant vous aider à compléter la demande, vous en trouverez quelques-unes sur cette diapositive. Bien que l'évaluation des besoins en matière de logement ne soit pas obligatoire pour les communautés de moins de 30 000 habitants,
Il existe un certain nombre d'excellents outils pouvant vous aider à évaluer ceci. On vous recommande de les consulter, le Centre de soutien climatique et les liens fournis dans la colonne droite de la diapositive si vous avez besoin d'aide pour appuyer votre demande. Voici maintenant l'information résumée pour soumettre une demande de financement. Tout d'abord, rendez-vous sur notre site Web. Vous y trouverez les guides du demandeur et les instructions sur l'ouverture d'un compte pour accéder au portail en ligne. Prenez le temps d'explorer le portail et de consulter les instructions étape par étape avant de remplir votre demande. Ces instructions constituent un document d'accompagnement utile à consulter quand vous répondez aux questions dans le formulaire de demande. Si, après avoir consulté ces documents, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse indiquée sur la diapositive. Une remarque sur le portail de financement. Il se peut qu'il y ait des temps d'arrêt dans le portail afin de mettre en ligne d'autres programmes. Si vous recevrez une notification à cet effet, veuillez sauvegarder vos informations séparément et réessayer le lendemain. Si vous rencontrez des difficultés techniques persistantes ou prolongées, veuillez nous contacter à l'adresse courriel indiquée à l'écran. Par ailleurs, pour les nouveaux utilisateurs, une fois votre compte créé, vous devrez vous déconnecter et vous reconnecter pour bénéficier de toutes les fonctionnalités. Lors de la soumission d'un projet via le portail de financement LICC, il est important de noter que la personne qui s'inscrit pour le compte devient le contact principal. Cette personne et la personne qui soumet la demande doivent être des employés de l'organisation ou d'un corps dirigeant autochtone, qui sont dûment autorisés à soumettre la demande au nom de l'organisation. Cette personne doit avoir le droit d'attester que la demande est complète, exacte, véridique et fiable et qu'elle est conforme aux critères du FCIL. Une personne contact secondaire peut être une tierce partie engagée pour aider à remplir la demande. Cette personne doit recevoir l'autorisation du contact principal pour pouvoir remplir une demande dans le portail de financement. Pour plus d'informations sur la gestion des comptes, veuillez consulter la page Gestion des autorisations, administrateur de compte du portail. Et maintenant, quelques conseils lorsque vous remplissez une demande. Premièrement, nous vous recommandons de commencer votre demande dès que possible. Vous pouvez la sauvegarder et y revenir autant de fois que vous le souhaitez avant de la soumettre. Deuxièmement, veillez à répondre aux questions par des informations spécifiques, détaillées, précises et claires. N'oubliez pas de mettre en valeur votre projet d'infrastructure des eaux ou des déchets et ses avantages. Les évaluateurs ne peuvent évaluer que si figure dans votre demande. Troisièmement, tous les contrats, dans la mesure du possible, doivent être attribués de manière équitable, transparente, concurrentielle et conforme aux principes d'optimisation des ressources. Veuillez consulter le guide du demandeur pour comprendre les exigences avant d'inclure des contrats non concurrentiels dans les coûts admissibles. L'obtention des approbations nécessaires pour les contrats non concurrentiels peut être un processus long qui peut prendre plusieurs mois. Passons maintenant en revue certains délais et ce à quoi vous pouvez vous attendre après avoir soumis votre demande. Les demandes jugées conformes aux critères d'admissibilité passeront à l'évaluation du mérite. C'est ici que nous pourrions vous contacter pour obtenir plus d'informations. Sur la base des résultats des évaluations du mérite, le FCIL recommandera des projets à financer. Tous les critères de mérite se trouvent dans le guide du demandeur. Une fois les décisions prises, chaque demandeur sera informé des résultats de sa demande. Ainsi, jusqu'à ce que vous receviez de nos nouvelles,
Vous pouvez supposer que votre projet est toujours en considération. Les projets sélectionnés recevront une approbation dans une lettre signée par le ministre et les demandeurs seront informés s'il existe des exigences fédérales liées à l'évaluation environnementale ou à la consultation des Autochtones. Enfin, rappelez-vous de ne pas attendre à la fin du processus pour soumettre votre demande, mais de le faire le plus tôt possible si vous êtes prêt. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un fonds de type premier arrivé, premier servi, les demandes peuvent être évaluées et les projets considérés méritoires peuvent être approuvés pendant que la période de sélection des projets demeure ouverte. Si vous avez encore des questions après avoir lu le guide et vu cette présentation, n'hésitez pas à envoyer un courriel à notre boîte de réception générale du FCIL à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au FCIL et vous souhaitons bonne chance pour votre candidature.